Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, veuillez nous excuser pour ce léger contretemps. C'était le temps de l'inauguration. Je suis France Gerbal-Médal. Je suis docteur en géographie, spécialiste le no-tourisme, et il m'a été confié la tâche d'organiser des tables rondes pour avoir plusieurs aspects sur le no-tourisme. Ce matin, la thématique, c'est comment réussir son projet œnotouristique, et on a 4 intervenants qui sont complètement complémentaires. Alors, nous avons Romain qui en fait s'appelle Christophe. Voilà, comme ça au moins qui interviendra plus sur la partie financement et avancée du projet. Marie-Ange qui, elle, est plus sur l'ethnologie et la création en amont de valeur par rapport à un projet œnotouristique. Parce qu'il n'y a pas de bon projet sans droit, on a Émeric qui va aussi donner le cadre dans lequel vous pouvez inscrire vos projets. Et puis Jean-François qui va donner une première vision sur comment on réussit un projet œnotouristique, parce qu'il intervient au niveau du département de l'Hérault. Il est responsable, il est directeur du marketing et de la communication, et le no-tourisme est un des axes forts de ce département en matière de tourisme. Donc, je te laisse la parole en premier. C'est moi qui commence, d'accord. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, dans œnotourisme, je vais commencer par regarder le mot tourisme. Et en regardant le mot tourisme, se poser la question de c'est quoi le tourisme aujourd'hui et qu'est-ce qui va faire que le tourisme sera un enchantement pour celui qui visite telle ou telle partie d'un territoire ou tel équipement et qui vivra telle ou telle expérience. Ce rapport du touriste avec l'objet qu'il va visiter est un rapport émotionnel, bien sûr. Hein, c'est quelque chose qui va être construit comme est construit un récit. Alors, dans mon propos, j'ai combien de temps? Tu as dit 10 minutes. D'accord. Voilà. Ceux qui me connaissent pourraient avoir peur. Oui, donc, le maître mot, celui qui me semble être au cœur du réacteur de toute réussite aujourd'hui, qu'elle soit touristique, sur quelques dimensions de son tourisme, c'est le mot récit. C'est-à-dire la construction s'opère autour de la proposition d'un récit. Et j'irai même presque plus loin, la vraie question touristique aujourd'hui, et encore une fois, vous voyez, je pourrais avoir dans cette salle des hôteliers, des gestionnaires de camping, etc. Et que je ne leur tiendrai pas un autre propos que celui-ci. On est dans le temps du scénario. On est dans le temps de la narration. On est dans le temps de l'émotion. Pour plein de raisons qu'il faut avoir toujours en tête à partir de, quasiment de maintenant. Pourquoi ? Parce que la bascule a eu lieu. C'est-à-dire la numérisation du monde est plus qu'en cours. On rentre dans la civilisation de la numérisation du monde, donc c'est une nouvelle civilisation. Et dans cette nouvelle civilisation, les géographies ont été bousculées. On est dans des géographies émotionnelles qui font que les gens sont plus proches de celui qui, bien qu'il vive à 1000 km, partage sa page Facebook, like ses propos et, encore une fois, adhère à un certain nombre de ces émotions. Je dis bien émotions. Et donc, la construction du propos œnotouristique, c'est-à-dire la construction du produit œnotouristique, elle est maintenant, par définition, un propos scénarisé. C'est-à-dire que pour réussir son produit œnotouristique, il faut le penser dans une temporalité d'expérience. Il faut vraiment construire son objet. Je vais être très concret, hein, puisqu'on n'a pas la soirée. Il a une conférence cet après-midi pour compléter, oui, en fait. Mais construire son projet et son rapport en se positionnant dans l'expérience et dans le récit. Je vais vous donner des cas très concrets.
pour illustrer mon propos sur cette réussite-là. J'accueillais des journalistes suédois à Montpérou et se posaient la question de qu'est-ce qu'on fait de ces journalistes suédois, hein? Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Et ça va me permettre d'introduire une autre dimension qui, elle aussi, rentre dans les nouveaux paramétrages, qui est la dimension humaine, c'est-à-dire le rapport à l'humain, le rapport à l'individu. Et donc, avec ces journalistes suédois, au lieu de faire un voyage touristique, entre guillemets, tel qu'il se fait traditionnellement, vous savez, on les met dans un hôtel, puis on leur dit, voilà, vous irez visiter ça, puis après vous irez visiter ça, et puis après vous irez là, et puis vous vous baladez avec votre journaliste et un chronomètre à la main, vous savez. Ah, il faut faire vite, là, il faut y aller là. Arrête, hein, bon. Donc, on a changé le logiciel, et on a dit, voilà, le voyage de ces Suédois se structurera non plus en visite physique, c'est-à-dire je vais d'un lieu à un autre, mais sur les rencontres. Vous aurez, pendant votre voyage, 5 rencontres. 5, 6, je ne sais plus. 5 rencontres, à des lieux particuliers. Et chaque rencontre sera vécue comme une story. Elle sera scénarisée. Alors, il y a eu la première rencontre scénarisée qui était celle du gîte dans lequel ils se sont installés et dans lequel ils sont restés. Il était hors de question qu'ils fassent un hôtel, un autre, etc., pour respecter leur émotion. C'est-à-dire respecter leur temporalité et cette nouvelle temporalité. Et ça a été la première rencontre avec le propriétaire du gîte qui lui-même avait un caveau, etc. Et puis, on est allé sur un autre produit qui lui aussi se positionnait en matière d'objets non touristiques aujourd'hui ils vont inaugurer 2 gîtes et ils ont un parcours de visite. Et donc, le propos a été le suivant. De se dire, voilà, ils ont quelques vignes qui sont très belles, dans un paysage que vous connaissez, peut-être. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir. C'est autour de Montpérou. Et donc, on a choisi un premier rapport qui devait être un rapport fabuleux. Et ce premier rapport fabuleux avec l'objet de l'expérience, ça a été un paysage. Avec le vigneron qui nous a accompagnés sur un espace qu'on avait déterminé comme étant, c'était pas certainement le seul, mais qui était vraiment magique. Donc ces gens-là qui arrivaient de Suède, vous voyez, qui venaient mais ils auraient pu arriver de n'importe où ailleurs, se sont retrouvés pour une première grande émotion devant un théâtre. Ils étaient au théâtre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'assied. On s'assied par terre. Ou alors on a prévu de petits pliants, s'il le faut, pour que l'expérience soit confortable. Et on regarde. Et on prend le temps de regarder. Et on ne regarde pas la montre pour dire « Ah là là, il faut aller là, etc. » Non, on prend le temps et on parle. Et on parle de quoi? On parle du paysage, mais pas que. On parle de sa vie. On dit si on a des enfants, si on n'en a pas, si ils étaient à l'école ce matin. On parle de soi. On raconte quelque chose. On raconte quelque chose qui soit vrai, qui instruit l'humain. Et là, je vous assure que ça match. On est resté, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie. On regardait le soleil bouger, vous savez, c'était le matin, etc. Et après, on est allé au caveau. Seulement après. Et après, quand on est allé au caveau, on a évidemment soigné le rapport au caveau. C'est-à-dire, là encore, la façon dont on allait raconter le récit du grain, quelque part. Hein, c'est ça, hein, le rapport au caveau, c'est-à-dire où il arrive, etc. Mais dans toute la narration, il y avait toujours l'humain, c'est-à-dire le vigneron, dans ce qu'il était. C'est-à-dire, voilà, quand on a fait ça, c'était comme ça, et il n'hésitait pas à parler de son parcours de vie, de ce qu'il faisait quand il était gamin. Enfin, on a construit tout le séjour de ces Suédois de cette façon-là. Je l'ai à disposition de qui le veut, pas sur mon smartphone, mais sur mon mail, mais l'article est apparu dans le plus grand magazine touristique suédois. La chance était qu'il y avait, avec ces 2 journalistes, un des plus grands photographes de Suède. Photographe presse, bien sûr. Il a fait des photos sublimes, et du paysage. Et le rapport aux vignerons aussi, c'est-à-dire que quand il faisait des portraits de vignerons, on se demandait s'il n'était pas en train de réinventer les peintres flamands. Donc, la densité de l'histoire, c'est-à-dire la force de l'histoire. Et la force de l'histoire sera celle
qui impliquera celui qui accueille, dans toutes ses dimensions. Vous savez, je l'ai débriefé le soir, hein, je suis allé une fois avec eux, après, je l'ai laissé libre, j'ai vraiment... Vivez, s'ils m'en croyaient, n'attendez à demain. Bon, bref, cueillez à chaque jour tout ce que vous voulez faire. C'était ça le maître mot. Et le soir, quand je les voyais, qu'on discutait, ils étaient heureux, ils me disaient: ah, tu sais que la maman d'un tel, elle a été opérée du cœur. Je ne savais même pas. Ils me racontaient sur les gens qu'ils avaient rencontrés des choses qui n'avaient rien à voir avec le tourisme, mais qui avaient à voir avec l'humain. C'était ça. Le fond des choses. Vous voyez ? Et du coup, on est à quelque chose qui ressemble davantage à une histoire d'amour qu'à une autre histoire. Puisque l'humain pénètre complètement l'objet lui-même. Donc voilà, si j'avais donc juste un conseil à délivrer, ce serait celui-là. Scénarisez. Pensez à l'histoire. Et mettez-vous dans l'histoire. Soyez un élément structurant de cette histoire. Humainement parlant, avec vos faiblesses, avec vos doutes. Voilà, il faut le dire, ça aussi, c'est très important. Avoir des doutes, avoir échoué, c'est-à-dire avoir cette relation de vérité. Maintenant, si vous me disiez quels sont les éléments très... Je suis au bout là. Hein. Oui. Non, mais je vais terminer. Quand on me dit, et pour accueillir, qu'est-ce qu'il faut de... Alors moi, je dis une chose. Voilà. Alors, je dis, pour le no-tourisme, c'est... Des histoires. Donc, un scénario. Et pour la qualité, des toilettes nickel. Voilà. Alors, avec ça, Marie-Ange, il va falloir raconter une histoire. Ça tombe bien parce que Marie-Ange, elle est ethnologue et collecter des histoires, c'est son travail depuis longtemps. Et elle collecte des histoires, pas que sur la vigne. Elle collecte aussi des histoires sur le patrimoine, sur le pastoralisme, sur les Pyrénées, et du coup, t'amènes de la matière. Bien sûr. Ça. Alors moi, quand j'arrive dans un village, on m'appelle la dame qui fait pleurer les petits vieux. Justement parce que mon métier d'ethnologue ou anthropologue, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire aujourd'hui que c'est la même chose. C'est justement, l'ethnologie, c'est une science de l'ordinaire, c'est la science de tous les jours, c'est la science de comment les hommes vivent les uns avec les autres et comment on produit une société et une culture au quotidien. Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est effectivement la mise en récit. Mais quel type de récit ? Moi, mon orientation, c'est de partir d'abord de l'existant, de regarder ce qui se passe et comment s'organisent les choses, et effectivement d'essayer de comprendre et d'interpréter ce qui peut faire partie d'un patrimoine. Et par effectivement la mise en récit. Alors avant de mettre en récit, on fait parler. Et moi, mon travail au sein du cabinet de Parole, c'est justement d'aller interroger à la fois les acteurs des territoires, les vignerons, mais c'est valoriser un métier en lui donnant du sens, et ce sens-là, on le trouve à travers des clés de compréhension. Le métier de vigneron, c'est un métier qui est particulier, qui, bien sûr, il y a une histoire familiale, il y a une histoire autour des techniques, c'est un métier qui est en évolution, il y a ce lien entre passé, présent et futur, puisque c'est aussi un métier qui comporte des enjeux. Et moi, mon job, c'est vraiment d'essayer de redonner du lien à ces temporalités pour expliquer ce que c'est que le métier de vigneron, et d'avoir une clé d'entrée justement sur le métier. Et puis, quand on raconte une histoire, il y a bien sûr l'histoire individuelle, vous l'avez souligné, mais il y a aussi l'histoire territoriale. Et c'est aussi intéressant, à mon sens, de remettre en lien l'histoire du vigneron dans l'histoire du vignoble, et de retrouver un ancrage, si vous voulez, et des clés de compréhension, encore une fois, des éclairages, avec une histoire plus générale, plus globale, qui est celle du territoire. Et cette inscription-là, bien sûr, on peut la lire à travers les paysages, à travers l'évolution des pratiques et l'évolution des techniques. Aujourd'hui, le vignoble, c'est quelque chose qui, comme beaucoup de métiers agricoles, se transforme, évolue, et tout ça aussi comporte des intérêts à faire valoir, puisque
puisque ça explique comment on fabrique le vin, et parfois ça reste assez opaque pour le visiteur. Donc, voilà, moi mon conseil c'est de surtout pas hésiter à repartir sur des choses simples et à repartir de la base qui est le métier de vigneron, et de proposer cette mise en récit en connexion avec le territoire, c'est-à-dire les autres acteurs, les institutions, etc., de façon à recréer du lien qui va permettre d'avoir une visibilité, de pouvoir développer une offre en connexion avec d'autres offres. Mais c'est aussi montrer en quoi le vignoble et le travail de vigneron comportent des dimensions à la fois économiques, sociales, techniques, culturelles, et donc on est bien dans une inscription locale de cette perception de la viticulture. Et cette mise en récit, justement, parce qu'elle est locale et parce qu'elle s'inscrit sur un territoire, elle va être différente, elle va avoir ses propres singularités. Et c'est aussi en cela qu'on va pouvoir faire émerger des particularités propres à chaque vignoble. Voilà, et puis cette compréhension, l'idée c'était ça, c'est de pouvoir recréer du lien. C'est l'approche que je défends, c'est ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire de montrer en quoi justement un territoire, et a fortiori un vignoble, crée un système. Et ce système-là, bien sûr, il est en lien avec l'histoire, avec les humains. Ces humains, ils portent en eux des savoirs, des savoir-faire, des techniques, des représentations, des enjeux sociaux, politiques, économiques. Et donc, raconter tout ça permet aussi de rentrer dans la personnalisation du métier, du domaine, de la cave coopérative et, à plus forte raison, du territoire. Merci beaucoup. Alors là, je vois qu'il y en a deux qui se disent « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter maintenant ?» Parce qu'ils sont partis haut. Mais en fait, comme l'a rappelé Jean-François, il faut quand même du basique, il faut de l'accueil, il faut pouvoir avoir des équipements. Et cette singularité, elle passe aussi par la cave qu'on veut donner à voir, qu'on veut donner à faire visiter, les équipements qu'on y met dedans. Et pour ça, un projet, il se construit aussi. Et du coup, Christophe, il se construit comment ce projet, physiquement, quels sont les éléments qu'il faut mettre dans cette histoire-là? Effectivement, c'est compliqué de revenir terre à terre par rapport à ces deux interventions précédentes. Factuellement, le projet Œnotourisme, pour moi, il s'inscrit dans une dimension économique. Évidemment touristique, mais aussi économique. Vous n'êtes pas là pour faire, entre guillemets, perdre votre temps et ne pas gagner votre vie avec votre projet. Ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet de reclassement ou tout simplement de changement de vie. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas avec le Covid. Et on a des projets sur lesquels aujourd'hui, en tant que haut groupe, j'ai oublié de préciser qu'on était spécialisé dans toute la partie montage financier structurel des offres et des propositions dans le no-tourisme et dans la viticulture en général. Et que notre projet aujourd'hui, c'est d'accompagner ces gens qui veulent se lancer dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle aventure, ou restructurer une histoire existante. Le but de notre accompagnement, c'est de tout simplement vous aider, vous accompagner dans comment on va monter le projet et comment on va le construire pour qu'il soit une réussite. On n'est pas des vignerons, on n'a pas la prétention de l'être et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, vous avez des sachants et on est juste des accompagnants. Dans l'accompagnement, on va vous aider à structurer, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, dans quel cadre vous vous inscrivez? Est-ce que c'est une reprise d'exploitation ou est-ce que c'est une création d'un nouveau site sur une exploitation existante dont vous ne dépendez pas? C'est-à-dire vous serez indépendant du vigneron sur lequel vous allez travailler, ça peut arriver. Vous avez d'autres projets où vous reprenez une ancienne exploitation parce qu'il n'y a pas de repreneur ou parce que personne n'a envie de prendre la suite et c'est une nouvelle aventure qui commence. Tout ça, c'est un cadre dans lequel on vous conseille très fortement de vous renseigner au départ. Le renseignement, il portera sur plusieurs objets. Ce que vous voulez faire, donc vous allez avoir un volet technique. Ce que vous avez envie d'exploiter, c'est-à-dire quel est votre marché demain. Donc là, ce sera une analyse économique à mettre en œuvre pour dire, voilà, je veux partir sur du GIB éco, avec de la vente de paniers de légumes et de fruits de mon voisin, avec la possibilité de vendre également ou de proposer également des services liés au fromager. Tout ça, c'est des offres qui vont être, si vous voulez, un cluster économique local, de proximité, circuit court. Et tout ce que je suis en train de vous dire à chaque fois que je prononce une idée, c'est que derrière, vous avez de la subvention potentielle ou des aides financières qu'on peut mobiliser pour vous. Que ce soit du circuit court, que ce soit du
du tiers-lieu, que ce soit recréer ou structurer une cave coopérative, un domaine, ce sont des aides de rénovation, de restructuration qui demandent de l'argent. On a la possibilité aujourd'hui de structurer et de vous accompagner dans ces démarches. Pourquoi le mot structurer revient régulièrement? Parce que souvent, on ne sait pas par où commencer et on va trop vite. Donc avant de prendre une décision d'achat ou d'investissement, le plus important, c'est de consulter pour savoir s'il y a des aides potentielles. Pourquoi? Parce qu'une aide n'est active que si vous l'avez faite préalablement à vos décisions. Donc notre but, c'est de vous dire, OK, dans cet objet, vous avez de l'équipement, vous avez de la rénovation de bâtiments, vous avez de la création d'emplois, de la création de tiers-lieux, vous avez également, je vais dire une bêtise, mais de l'innovation, parce que vous allez créer un produit qui n'existe pas. Et à chaque étape, consultez au préalable pour qu'on puisse vous donner les informations qui vous seront nécessaires. Ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour prendre de l'argent, c'est que vous allez en perdre à ne pas le faire. On est dans une dynamique post-Covid. Il y a France Relance qui s'est mis en place. Je ne parlais pas de Fleur de France, mais le process France Relance existe vraiment. Et ce projet-là, il porte sur le tourisme aussi. Dans un tourisme de proximité, un produit éco-responsable et, entre guillemets, si vous voulez, le moins polluant possible. Donc, on a une grosse manne financière qui a été développée par l'Europe. On a, par effet de cascade ou de ruissellement, des aides qui arrivent au niveau régional et local. Vous avez des équipes à disposition. N'hésitez pas à y aller et à prendre avec eux votre dossier sous la main. Pour faire simple, entre guillemets, pour commencer un projet, c'est identifier l'endroit où vous voulez vous installer et identifier, si possible, si la personne qui est avec vous, qui vous accompagne, est apte à vous donner ces éléments de renseignement. Vous avez des organismes qui sont aussi bien dans le département que dans la région ou indépendants comme nous, en tant que bureau conseil, qui vont vous donner les clés. Vous avez identifié votre projet, vous structurez votre envie, c'est-à-dire je veux remettre à faire du vin bio, je veux me mettre à faire du vin avec des cépages très particuliers, j'ai envie de travailler sur un équipement qui soit complètement autonome, donc je vais jouer sur le stress hydrique, je vais jouer sur la partie terre, je vais jouer sur le recyclage de mes produits. Je vais essayer de travailler dans un circuit sur lequel je vais aller chercher chez un voisin de l'engrais. Tout ça, c'est une enveloppe qui va se construire avec vous et on va identifier l'agence de l'eau pour le premier projet parce que vous allez avoir des traitements à mettre en place. On va aller chercher des solutions, je vais dire le mot phytosanitaire, mais prenez-le dans le sens noble du terme, c'est-à-dire avec des produits qui ne soient pas forcément polluants. Il existe des solutions de traitement qui peuvent très bien être écolo et responsables et faire le travail. Et vous avez ensuite la partie financière, c'est-à-dire comment vous allez vivre. Quel est votre projet? C'est-à-dire vous accompagner sur un business plan, le mettre en place et vous aider à développer cette nouvelle idée. Et enfin, le dernier volet, qui paraît peut-être un peu bête, mais qui aujourd'hui est aussi dans l'air du temps, c'est quelle est l'énergie que je vais utiliser, comment je veux faire travailler mon site. Si je suis 100% économe, il me faut des solutions techniques qui correspondent. Voilà. L'intérêt de notre implication, c'est qu'on va vous offrir le volet complet, depuis le technique, en passant par la partie financière et la partie réalisation. On accompagne aujourd'hui une cave qui s'appelle la cave de la Fraternelle, qui est en Busignargues, sur lequel on a un projet global. C'est une cave coopérative, certes, mais c'est quand même dans le projet Viti. Ils ont un projet d'onotourisme, c'est-à-dire créer un chai, un système de dégustation, un réseau de dégustation, un circuit court de distribution locale, avec des systèmes de transport qui vont être verts, pour dire quelque chose, c'est-à-dire le moins polluant possible, une structuration d'offres Internet qui permettra d'avoir une visibilité sur l'outil de production. Donc tout ça, c'est le volet éco. Et ensuite, on a la structuration de la cave, dans lequel il y a des remplacements de production, du remplacement d'outils, du groupe froid, tout ce qui est lié à la fermentation et au travail du vin. Un laboratoire œnologique qui va être construit. Là, il y a des aides, les plus connues sont Agrimaire, bien sûr, mais il y a également des aides structurelles liées au certificat d'économie d'énergie qui vont venir compléter ces offres. Et enfin, on finit sur la partie création d'emplois, où ils vont créer 2 emplois. Donc là également, il y a une possibilité d'accompagnement et d'aide qui peut être mise en œuvre. Tout ça, c'est de la paperasse, mais c'est de la paperasse qui représente un peu d'argent. Donc le but, c'est de se dire, votre projet est noble, il est grand pour vous, et nous, on va essayer de vous donner les outils pour vous accompagner sur ces 3 volets. Et pour tout ça, il faut rentrer. Je sais, je suis désolé, mais pour tout ça, il faut quand même rentrer dans un cadre légal. Et le no-tourisme, il a la particularité d'être à mi-chemin entre du droit viticole et du droit du tourisme, mais il y a aussi du droit de la propriété intellectuelle, du droit du numérique. Et on touche à plein de choses. Et peut-être qu'une des clés de réussite, c'est de ne pas prendre le mur trop fort.
peut-être effectivement, et notamment, je ne sais pas si ça fonctionne, oui, ça a l'air de fonctionner. Donc, Aymeric Louvet, je suis avocat, mais plus précisément conseil. Je suis spécialisé en matière de propriété intellectuelle et de contrat de distribution. Et pour des raisons personnelles et professionnelles, j'interviens essentiellement dans le secteur vitivinicole. Je suis spécialisé en droit vitivinicole. Alors, c'est très difficile, hein, la tâche est difficile. On a évoqué un facteur émotionnel fort avec Jean-François. On a évoqué un lien entre ce facteur émotionnel et ce lien à l'individu, au lien au territoire avec Marie-Ange. Et quand on vous a dit que c'était pas sexy côté Christophe, on vous parlait de subventions et de financement. Donc c'est quand même assez positif. Tout ça, moi je vais vous parler de droit. Donc la tâche est difficile, hein, j'en conviens, de juridique, mais vous allez voir que là aussi, cet angle d'approche de l'œnotourisme peut avoir, si il est anticipé et bien maîtrisé, un facteur pro-concurrentiel et des effets positifs pour l'entreprise. Alors bien évidemment, la face immergée et pas que, qui n'est pas forcément agréable à voir, c'est ce millefeuille et cet enchevêtrement normatif et réglementaire, j'en conviens. Alors que vous passiez sur des questions, est-ce que les vendanges touristiques sont susceptibles d'être requalifiées en contrat de travail dans le cadre de l'œnotourisme, quid de la fiscalité afférente à l'activité œnotouristique en lien avec mon activité première agricole et les changements de fiscalité induits selon le chiffre généré, quelles sont les règles d'urbanisme et de droit à la construction afférentes aux rénovations des domaines ou à toute construction nouvelle. Dois-je disposer d'une licence des billets boissons lorsque j'ouvre une activité dédiée? Qu'en est-il lorsque je propose ce que l'on appelle un forfait touristique combinant aussi bien la dégustation que les visites au sein du domaine, mais qui c'est peut-être une nuitée et donc une réglementation agence de voyage? Bon, je pourrais vous faire un inventaire à la Prévert de toutes les réglementations et les millefeuilles administratifs et réglementaires, mais qui sont là, que vous devez prendre en considération, pour lesquels vous avez des aides, des assistances, que ce soit des guides pratiques et des bonnes pratiques conduits par Vin et Société qui viennent vous éclairer sur ce qui est possible et qui doit être fait pour accueillir la clientèle et comment dans le cadre des normes, que ce soit tous les acteurs dont on a parlé au niveau collectivité, au niveau syndicat, au niveau professionnel qui vont vous assister sur ces questions. Je voudrais de mon côté faire un petit éclairage sur 2 points qui me paraissent essentiels parce qu'ils sont intéressants sous le prisme du juridique comme outil de valorisation de vos activités et des services que vous proposez. Et qui sont directement en lien avec ce dont on vous a déjà parlé. Parce que lorsqu'on vous parle de facteurs émotionnels, individuels, collectifs et de mise en avant de vos activités, de vos entreprises, derrière il y a du droit. Parce que vous ne pouvez pas communiquer si vous ne maîtrisez pas les questions juridiques y afférentes. On ne vous demande pas d'avoir fait 7 ans d'études de droit et maîtriser dans la finesse, mais au moins que vous posiez les bonnes questions. Or, pour ceux d'entre vous qui ont une activité déjà liée au monde viticole, qui vendent en France à l'export leurs vins, que ce soit des vins sous IG ou sans IG, peu importe, que ce soit des marques, puisque c'est de ça dont je parle, que ce soit des marques dites domaniales qui renvoient à un château ou un domaine, ou des marques commerciales créées à l'effet d'apparaître sur une étiquette sans forcément de lien à un terroir et un bâti, vous vous êtes posé la question de comment valoriser cette dénomination que je souhaite me réserver, que je souhaite valoriser, que je souhaite présenter aux clients. Ben, ça s'appelle la marque en droit. Et sans dépôt de la dénomination que vous valorisez à titre de marque auprès de l'INPI, ben, votre dénomination ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'en droit français, pour monopoliser et sécuriser une dénomination, il faut la protéger à titre de marque. Et si je vous indique cela, c'est que peut-être que certains d'entre vous, je pense que c'est le cas, se sont posé la question sur leur activité première de vente de vin, de réserver une dénomination à titre de marque. Or là, nous parlons de quoi? De réussir votre projet dans le cadre œnotouristique. Donc, de développer une activité nouvelle. Si c'est une activité nouvelle, vous devez absolument vous poser la question, quelle incidence de cette activité nouvelle au regard de la marque que vous avez déposée et qui protège votre activité, valorise votre activité première. Autrement dit, quand je vends du vin, je ne propose pas de l'hébergement, je ne propose pas de la restauration, je ne propose pas des dégustations ou des visites de mon domaine. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand vous déposez une marque, vous devez choisir des classes de produits ou de services.
Pour ceux qui l'ont fait dans le cadre des vins, vous avez vu que c'était la classe numéro 33 qui va désigner les vins, les alcools, les bières. Et si vous déposez une marque dite domaniale, vous allez préciser dans votre dépôt qu'il s'agit d'un vin sous appellation d'origine contrôlée, exactement produit à l'exploitation exactement dénommé ainsi parce que vous renvoyez un château ou un domaine. Eh bien, vous allez devoir compléter ce dépôt initial. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas protégé. Demain, vous valorisez votre dénomination et la communication autour de cette activité nouvelle, alors même que vous n'avez pas de marque associée, avec des classes de produits et des services concernant, je ne sais pas, la restauration, l'hébergement, ce dont on parlait à l'instant, les visites, les conférences, l'événementiel. Vous organisez des manifestations événementielles, culturelles. Eh bien, il faut que vous en tiriez les conséquences sur votre dépôt de marque. Ça signifie avoir à l'esprit quelle marque vais-je déposer ou vais-je compléter. Est-ce que c'est la même marque que celle qui concerne mes vins? Est-ce que c'est une marque nouvelle? Est-ce que c'est une création hybride entre mes vins, mon domaine et cette activité nouvelle? Donc là, un positionnement, une stratégie commerciale dédiée à cette réflexion, qui là dépasse mes compétences, je ne suis que simple juriste. Mais en tout cas, cette idée-là, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que c'est du juridique d'un point de vue défensif, mais parce que c'est offensif dans l'idée et la perspective de valoriser vos dénominations et de disposer d'un monopole à cet effet. Donc ça, c'est de la valorisation de la communication individuelle au travers de marques individuelles. Et la marque, elle est aussi collective. Les collectivités, l'État, se sont emparés de ce sujet qui est effectivement primordial, essentiel d'un point de vue économique pour la France, d'un point de vue touristique, d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue historique de lien au territoire. Et vous avez une marque comme Vignoble et Découverte qui... Qu'est-ce que c'est Vignoble et Découverte? On vous parle de label. Et si on fait du droit, Vignoble et Découverte, c'est une marque déposée à l'INPI par qui? Par l'État. C'est une marque simplement, à la différence de la vôtre ou des vôtres, c'est une marque dite collective, avec un cahier des charges y afférent et des conditions qualitatives à respecter pour pouvoir espérer, si je suis une collectivité, un département, pouvoir être labellisé demain et promouvoir, que ce soit Cœur d'Hérault, enfin on en a une multitude dans la région, de terroirs, et je crois même que la métropole de Montpellier travaille fortement sur ce sujet. Voilà, sur ce sujet. Donc on parle de quoi? On parle de marque, donc on parle de droit. Et ça, vous n'avez d'autre solution que effectivement affronter et maîtriser un minimum ce sujet. Ça participe de votre valorisation. Enfin, un dernier point en dehors des marques, et sur l'aspect émotionnel et communication, et ça rejoint ce qui a été dit, et vous allez voir que derrière tout ça, il y a aussi du droit, et que je ne vais rien vous apprendre, parce que quand je parle de communication et d'émotionnel, en lien avec du vin, en lien avec un alcool, pour la plupart d'entre vous, ça évoque la loi E20. Je ne peux pas communiquer, je ne peux pas valoriser une activité en lien avec un produit alcool, comme je peux le faire pour tout autre produit non alcoolique. Qui dit loi E20 dit mention, référence objective, encadrée strictement par le Code de la santé. Support encadré strictement. Tout ça sanctionné pénalement. Donc, s'il s'agit de faire des photos d'une grande fiesta dans le domaine pour dire « Regardez le no-tourisme, c'est génial chez nous avec des gens qui sont en train de boire au goulot, etc. », ça ne va pas le faire. Il va y avoir quelques limites. Pour autant, cette loi E20 qui pose quand même difficulté un nombre d'acteurs viticoles de par sa rigidité et les dérives qu'elle a adoptées, les juges sont venus même condamner des acteurs de la presse écrite ou audiovisuelle sur des présentations de sujets en lien avec le vin, considérant que c'était la publicité détournée. Donc en 2016, vous avez une loi qui est venue exclure du champ d'application de la publicité tous les contenus, toutes les images et toutes les références en lien avec quoi, et ça doit vous intéresser, en lien avec l'aspect patrimonial, gastronomique, les itinéraires, les paysages, et tout ça en lien avec une boisson renvoyant à une appellation ou une indication géographique. Autrement dit, le législateur a pris conscience qu'en réalité, la loi E20 empiétait sur des territoires qu'elle n'avait pas à toucher. Lorsque je communique sur une appellation de façon collective, lorsque je communique sur un projet œnotouristique qui renvoie à des paysages, même si c'est en lien avec une boisson alcoolique, il n'y a aucune raison qu'on soit dans le champ de la publicité avec les restrictions que je vous indiquais à l'instant. Néanmoins, ce texte qui exclut du champ de la publicité ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. Vous n'allez pas, sous prétexte de votre nouvelle activité œnotouristique,
vous dire je mets en avant l'activité onotouristique et je m'en sers pour promouvoir mes vins. Parce que là, vous risquez d'avoir un retour de bâton et la loi E20 qui revient. Autrement dit, cette exclusion du champ d'application ne vise pas à permettre tout et n'importe quoi sur la publicité en matière de vin. Tout ça pour vous dire, et j'en conclurai ainsi, sur le fait que en anticipation et en conseil amont sur la communication, la valorisation de vos dénominations à travers des marques, mais aussi de vos actions de communication, n'oubliez pas le juridique, même si a priori ça vous paraît un peu moins sexy que le reste. Oui, mais alors, Jean-François a l'habitude de jouer avec les marques et de comprendre les enjeux. Et justement, sur le no-tourisme, comment ça se construit et comment vous vous servez de la marque Vignoble et Découverte? Alors, la marque Vignoble et Découverte, elle est assise d'abord sur un label, je le rappelle. Et je vais dire juste une chose. Une marque, c'est pas vraiment celui qui la produit, qui décide que c'est une marque. La marque, ce sont les clients qui la font. Et c'est l'histoire et le temps qui fabrique la marque, à condition que la marque soit homothétique de sa promesse. Et à ce moment-là, voilà, un label devient une marque. Mais jusqu'à présent, Vignoble et Découverte a eu une fonction qui est une fonction de label, mais encore plus qu'une fonction de label. Et c'est tout l'intérêt du travail qui est fait, c'est monter en qualité une offre territoriale. Donc l'objectif quand même premier de Vignoble et Découverte était véritablement un objectif de structuration. Il s'agissait de structurer, il s'agissait de faire dialoguer des acteurs divers. Il s'agissait de faire adhérer des acteurs à un projet commun de marketing territorial associé à la chose vigneronne. C'est ça, Vignoble et Découverte. Donc Vignoble et Découverte n'est pas une marque. Aujourd'hui, quelqu'un ne va pas voyager pour aller découvrir Vignoble et Découverte de telle ou telle destination. Il y a un Vignoble et Découverte magnifique, c'est Minervois, c'est Chinin Faugère. Il y a aussi le Pic Saint-Loup. Il y a bref, mais vous entendez, dans mon propos, c'est surtout les marques Minervois, la marque Saint-Chinian, la marque Faugère et le Pic Saint-Loup qui est une marque, j'allais dire, holistique. Parce que le Pic Saint-Loup, c'est à la fois un vin, c'est à la fois un mont, c'est un paysage et c'est aussi une forme de proximité, un phare de proximité. Donc, vous voyez, la marque, elle est comme je viens de le décrire en me regardant, elle est un petit récit qui est le mien, à partir de l'objet en question. Quand je décris Vignoble et Découverte, c'est le récit donc d'une structuration de territoire au service d'un projet de marketing territorial et qui va faire que un restaurateur, un hébergeur, évidemment un château, un domaine, etc., atteint un certain niveau de qualité dans la proposition d'accueil de touristes. Ça, c'est Vignoble et Découverte. Ce sera une marque le jour où peut-être l'État mettra un peu plus de moyens autour de sa promotion. Parce que pour qu'il y ait une marque, il faut qu'il y ait un récit. Une marque, ce n'est jamais qu'un récit. C'est le récit du client. C'est lui qui raconte la marque. Et évidemment, pour qu'une marque devienne une marque au sens reconnu par des clientèles, il faut que ce récit, évidemment, soit partagé par le plus grand nombre. Donc il faut du marketing cette fois, il faut la porter, il faut l'organiser dans des objets qui sont des objets de communication. Pour ça, il faut quelques moyens. Bon, bref, je ne pense pas qu'on en soit encore à ce stade. Voilà. Mais sur le fond, ce que vous dites là sur la question de la marque, ça remet cette question au centre, et je crois que c'est au centre du propos. La marque est au centre du propos. Quand j'évoquais tout à l'heure les récits, les expériences, etc., ce n'est autre chose que la marque. Ce n'est autre chose que circonscrire quelque chose, un objet, et circonscrire cet objet autour de cette expérience cohérente, dense, intense, émotionnelle. Et après, elle porte un nom, évidemment, et là, il s'agit de le protéger, il s'agit de faire gaffe à ce qu'il ne soit pas abîmé. Et il y a tout un aspect juridique, évidemment, dont vous avez très bien décrit les arcanes. Marie-Ange, justement, j'aimerais bien que tu nous décrives le travail que tu mènes avec les caves coopératives qui amènent du contenu à cette marque et puis qui créent la marque, peut-être sur Montpérou, mais aussi sur le Gers. Comment tu as travaillé et comment tu accompagnes? Oui, alors effectivement, j'ai eu la chance et l'occasion de travailler d'abord avec la cave coopérative de Montpérou,
Alors, je suis contente que mon Pérou revienne dans les références départementales. Et toujours été. Mais c'est un travail qui s'est principalement basé sur la question des caves coopératives parce que qui a commencé il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, les caves coopératives étaient sujettes à certains enjeux, des enjeux économiques et des enjeux sociaux qui tournaient autour de la fusion et de leur possible maintien ou pas. Il y avait un constat un double constat qui a été fait de la part de la direction et de la gouvernance de la cave de Montpérou. C'est que d'un côté, il y avait un désistement du sentiment d'appartenance des adhérents à la cave coopérative et d'un autre côté, il y avait une incompréhension quant à la communication sur la production de la cave coopérative. C'est-à-dire que la clientèle ne sait pas forcément ce qui se passe en cave coopérative et avait une vision industrialisante de cette production à tort. L'idée, ça a été de conjuguer à la fois un discours ou une mise en récit capable de joindre les enjeux internes et les enjeux externes. Et donc, pour cela, on a commencé à travailler autour de qu'est-ce que c'est que la cave coopérative, qu'est-ce que c'est que le modèle économique de la coopérative et en quoi, justement, ça joue un rôle social, quelles sont les valeurs sociales que l'on retrouve et que l'on partage au sein d'une même entité économique et en quoi cette entité économique est non délocalisable et justement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, en quoi on produit du territoire et en quoi on crée un ancrage sur le territoire. Donc, ce qu'on appelle, dans le langage courant, une identité. Et l'idée, ça a été de retrouver ce qui n'existe plus forcément, c'est-à-dire des archives, retrouver l'histoire. Quand on est dans un domaine viticole ou quand on est dans une cave coopérative, on ne garde pas forcément toutes les archives, etc. Et il y a une forme d'oubli qui se met en route. L'idée, c'était de réveiller cet oubli-là et de montrer la valeur que ça avait, la valeur historique, mais aussi la valeur vraiment sociale. Il y a eu, vous le savez, je ne vais pas y revenir dessus, des luttes politiques et des luttes sociales qui sont toujours en mémoire aujourd'hui dans la tête des vignerons. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de montrer aux acteurs de la coopérative comme à la clientèle qu'on a un outil et que cet outil est performant aussi par rapport à ces valeurs. Et donc, j'ai entrepris tout un travail de terrain, de collecte de paroles, de témoignages, de mémoires sur 3 générations, pour pas justement s'enfermer que sur un aspect nostalgique de ce récit. Et voilà, et visiblement ça a marché, ça a créé des émotions auprès des acteurs eux-mêmes de la coopérative, mais aussi auprès des acteurs externes qui se sont reconnus dans ce discours-là parce que ça reparlait de ce qu'ils ont connu par leur histoire familiale, etc. Donc en fait, c'était quelque part remettre en exergue une culture territoriale partagée, mais élargie au territoire. Et ce concept-là, il a été dupliqué puisque j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec la cave de Puisseguin-Lussac-Saint-Émilion et avec la cave coopérative de Plémont. Chaque modèle est un modèle différent, chaque territoire est un territoire différent. Et on a beau appliquer les mêmes méthodes et ces mêmes méthodes de collecte et d'analyse, mais au final, on se rend compte que on ne parle pas de la même chose, même si c'est du même métier, même si c'est du même système économique, et qu'il y a vraiment aussi une singularité. Voilà. Et tout ceci participe aussi de cette création de réseau, de cette mise en réseau, de cette mise en lumière de qui sont les acteurs qui vont permettre de structurer la marque. Et les outils concrets qui ont été développés et qui sont tangibles, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Au début, c'était un ouvrage on est parti sur le principe de l'édition. Pourquoi l'édition? Ça paraît assez banal, ça n'invente rien, c'est pas innovant, mais justement, l'idée c'était de repartir sur un outil noble, de rompre avec ce temps rapide et de revenir sur le temps lent dont vous avez parlé, Jean-François, d'avoir quelque chose de pérenne, de durable,
durable et qui ne devient pas obsolète en un clic. L'idée, c'est de pouvoir garder une trace aussi et de pouvoir rendre hommage à ces acteurs. Et donc, au-delà du récit, au-delà de la retranscription des témoignages que j'ai pu collecter, de leur analyse, on a également travaillé avec un photographe. Et ce photographe qui a eu justement la particularité de saisir les émotions, enfin voilà, d'embellir et de mettre en lumière le visage des vignerons. Aujourd'hui, on a des discours qui sont très axés sur la production locale, la personnalisation justement des producteurs. Il y a une dizaine d'années, on n'y était pas tout à fait encore, et c'était assez innovant. Et on a vu les résultats, des résultats à double sens. À la fois parce que ça a permis de savoir que derrière une coopérative, il y avait Jean-Paul, son père Yvon, qui avait des bonhommes derrière ça. Et quand quand des entreprises d'export vont vendre ce vin-là au Canada, aux États-Unis, ça permet aussi de réancrer par l'humain et par le vignoble. Et l'autre dimension, c'est aussi redonner fierté. Être coopérateur il y a 30 ans, 40 ans, dans le Languedoc, malheureusement, ça n'était pas signe de valorisation sociale. L'idée, c'était aussi de pouvoir rendre hommage à ces acteurs et qui ont eu en retour un partage d'émotions vives et fortes. Et voilà, c'est pour ça que je dis que je fais pleurer les petits vieux. Alors Christophe, en 2007, lorsque l'on ancre le concept de no-tourisme dans l'idée française d'un développement touristique, on a amené des fonds par l'Europe, par la France, et on a soutenu l'enjolivement, la création de caveaux, la création de circuits de randonnée, les études. On est en 2021, on est d'une crise à l'autre. Quelles sont les aides sur le tourisme qui sont encore valables, sur les jetés? Puis est-ce qu'on doit penser d'abord aide ou d'abord histoire? Comment on conçoit ça? La dimension humaine reste la priorité, c'est certain. L'aide, elle est juste, si vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. C'est vraiment il ne faut pas calculer ce projet en partant des aides. Elles sont juste un complément ou un accompagnement à quelque chose qui a déjà été créé dans votre imaginaire ou sur votre terrain ou sur le terrain, mais elle n'est pas en aucun cas le levier économique qui va déclencher le tir. Ça serait dommage de le penser. Ensuite, pour ce que toutes les aides d'accompagnement, elles se sont renforcées en fait. Tout simplement parce que le patrimoine est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant. Et effectivement, comme il vient d'être échangé, c'est pas délocalisable. Ça restera forcément lié à un territoire et à un environnement. Et donc ça, oui, il y a des aides qui se sont déclenchées. Le plan relance, comme j'ai édité tout à l'heure, a ouvert une nouvelle manne financière qui va permettre de développer. Mais là, on est plus dans la proximité, le tiers-lieu, et je dirais c'est vraiment le local qui est priorisé. Et la partie innovation. Alors l'innovation dans le cadre de no-tourisme, elle n'est pas forcément évidente, mais le local, oui. Et tout ce qui est circuit court également est très porté. Donc là, on accompagne un projet en PACA où on a donc un site qui est existant, un domaine, donc qui a déjà sa marque, qui a déjà sa distribution, son réseau existant, mais qui a décidé d'attirer plus les gens dans un autre concept, c'est le bureau partagé, c'est-à-dire la délocalisation, c'est-à-dire créer vraiment ce tiers-lieu où il va y avoir, si vous voulez, une agglomération de connaissances, de compétences et aussi de discussions et d'échanges qui n'ont rien à voir avec le vin, mais vont créer cette dynamique supplémentaire, c'est subventionnable. C'est non seulement subventionnable, mais en plus on crée un impact économique et écologique parce qu'on va attirer des gens dans des endroits où il n'y a pas de circulation, on va mettre des mobilités douces en place, un accompagnement avec le système à hydrogène. Voilà, il y a toute une structure qui a été créée et donc c'est pas forcément le lieu en lui-même qui est aidé, mais c'est tout ce qui se crée autour. Donc là, une unité de production hydrogène propre, autonome, avec panneaux solaires, avec une batterie, avec voilà, tout a été dimensionné. Le bâtiment a été pris en charge en partie aussi, et le vigneron est gagnant dans cette histoire parce qu'on a créé pour lui une dynamique locale qui était très demandée par la région PACA. Et qui est encore aujourd'hui bien soutenu par ce projet, alors que ce n'était pas du tout l'aide viticule. Alors, j'ai une question pour Émeric, mais je ne lui avais pas posé avant, donc je ne sais pas s'il aura la réponse. Du coup, on a parlé de plein de projets comme ça. Moi, ça me fait penser à la transmission,
parce que avoir une entreprise, c'est aussi prévoir ce qu'on va transmettre. Et ça se transmet comment, le notourisme? Il vaut mieux créer des petites sociétés, il vaut mieux déposer des noms, il faut faire quoi sur la transmission? Alors ta question, c'est ça se transmet comment, le notourisme? Ouais. On pourrait poser la question, ça se transmet comment le domaine viticole? Ce sont des questions qui sont très larges, très ouvertes, parce que il n'y a pas de réponse toute faite. Alors, je n'essaie pas de botter en touche parce que ce n'est pas ma spécialité, l'aspect transmission. Mais ce que je sais d'expérience en étant en contact des exploitants, c'est que la transmission en tant que telle, c'est un vaste débat. Parce que je transmets à qui? Je transmets à des enfants. Est-ce que j'ai des enfants qui sont susceptibles de reprendre? Je transmets à des tiers susceptibles d'être intéressés par une cession, une transmission. Et l'organisation juridique et fiscale va dépendre aussi des objectifs. Mais avant de savoir si je fais des sociétés dédiées pour des raisons de transmission, je pense que cette question se pose et est traitée par des conseils spécialisés sous tout l'aspect fiscal et juridique pour des raisons liées à l'activité première existante. Parce que lorsque j'ai une activité viticole, agricole, et que je développe une activité œnotouristique purement commerciale, va se poser une problématique en fonction des retours sur cette activité seconde, sur l'évolution et les conséquences sur la fiscalité agricole première. Donc, d'où la création de structures dédiées, affectées, une séparation entre les activités, des réflexions sur la marque, sur l'identité de chaque activité. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse globale. Tout dépend effectivement des objectifs poursuivis par l'exploitant. Okay. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, je suis Josia Gaillard, chargée de mission tourisme pour le Grand Pic Saint-Loup. Et donc tout ce que vous avez évoqué, on a essayé d'y travailler, on a été confronté à la réglementation. Et aujourd'hui, moi, il y a 2 points sur lesquels je bute avec le réseau, même 3, réseau Vignobles et Découvertes et les vignerons. La première des choses, c'est l'aspect économique. C'est est-ce que vraiment ça vaut le coup d'un point de vue économique? C'est la première question des vignerons. Donc les aides, oui, mais avant, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés et professionnalisés sur cet aspect économique. Est-ce que ça tient la route de développer le projet? Le deuxième point, c'est sur l'aspect urbanisme, où là, clairement, c'est vraiment pour moi le critère premier où on bute, où du coup les vignerons sont en train vraiment de se décourager parce qu'on a dans la filière tourisme, on parle œnotourisme, et après avec une autre casquette que j'ai, je suis plus en contact avec les acteurs de l'aménagement du territoire, où là on me dit bah non, une exploitation agricole, c'est une exploitation agricole, on ne fait pas de développement économique. Et du coup là j'ai l'impression d'avoir 2 cerveaux différents et je me dis bah d'accord, comment on fait? Et donc là, aujourd'hui, on a vraiment des vignerons qui sont découragés. À la fois, on nous dit, vous nous avez poussé pour faire de l'œnotourisme, c'est pas viable économiquement, et en plus, ça fait 3 ans que je galère pour essayer de faire un gîte. Donc la question, est-ce que c'est l'œnotourisme, c'est pas de l'hébergement, c'est autre chose, des balades. Peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur c'est quoi l'offre œnotourisme. Mais c'est vrai que sur nos territoires, en tout cas du Grand Pic Saint-Loup, c'est quand même un point vraiment très très compliqué. Et là, le troisième point, c'est ce qu'on a évoqué avec la marque, c'est comment coexister la marque Vignobles et Découvertes, la marque œnotouristique, avec la marque de destination. Voilà. Je vous ai fait une petite synthèse de mes petits problèmes. Je vais juste répondre sur un exemple concret, Josia. Je ne sais pas si vous connaissez le domaine de l'Arbousier, qui se trouve aux portes de Montpellier. Tu connais son histoire. Voilà. Donc, et les vignerons, vous la connaissez. Donc on voit bien que là, la question économique, elle s'est résolue par le haut, puisque grâce, il faut le savoir, alors ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est un domaine qui était possédé par une famille, et ce sont les enfants qui reprennent. C'est le fils, je crois, qui reprend, et le fils reprend en dealant avec ses parents, en disant, écoutez, j'arrête ce que je fais, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il faisait d'ailleurs, j'ai oublié, mais il faisait quelque chose qui n'avait rien à voir avec le tourisme, et il avait fait une formation, comme on dit, universitaire. Et il deal avec ses parents, en disant avec ses parents, voilà, je le reprends, mais vous me laissez faire. Et au moment où il le reprend,
ça marche pas très fort quand même. C'est bon, voilà, ça vivote, ça paye, j'allais dire, je sais pas, la réfection de la toiture de temps en temps, hein, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui coule. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va chercher de l'aide justement, mais c'est pas évident d'aller chercher de l'aide. Et puis c'est le Crédit Agricole, je crois, qui est souvent l'interlocuteur premier dans ce domaine. Enfin bref, en tout cas c'était le Crédit Agricole. Ce qu'il a fait, il a fait le pas de côté. Il a créé quelque chose qui allait marquer l'objet. Et il a créé des gîtes dans les arbres. Ah, des gîtes dans les arbres. Au moment où, justement, il y avait une appétence pour une sorte de singularité dans le tourisme. Vous savez, la chose qui fait que, on va vivre une expérience qui est un peu différente, voilà, ludique, peu habituelle. Et il crée 2-3 gîtes, je crois, dans les arbres. Ces 2-3 gîtes dans les arbres marchent tout de suite. Ça fonctionne. Bon, il a la chance d'avoir quand même 400 000 personnes, une classe moyenne CSP++ à Montpellier. Bon, bref, ça aide probablement à cette proximité avec une métropole. Mais bref, ça fonctionne. Grâce à ça, il réussit à réinjecter du cash à l'intérieur même du développement du domaine. Donc, il modifie son domaine. Il commence à créer, à monter en qualité dans le domaine. Bon, je vous la fais courte. Grâce à tout ça, il a rénové complètement son caveau qui est devenu magnifique. Il a rénové sa cave. Je ne sais pas, visitez-la, c'est splendide. Et il fait, je crois, plus de 50%, alors je ne sais pas si c'est 55, 57, bref, de vente directe. De vente directe. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il peut financer un nouveau projet, parce qu'alors, là aussi, on parlait du... Il y a quelque chose de l'entrepreneur voilà. Et ça, c'est important. Entreprendre, c'est imaginer, c'est projeter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il construit la plus grande surface pour des séjours incentives pour entreprises dans les arbres. Il y en a 2 en France. Enfin, il y en avait une du côté de Lyon. Et il fait l'autre, plus grande, dans les arbres. Et là aussi, il a trouvé du financement, puisqu'il fait cet objet dont vous parliez à l'instant. Hein. Voilà. Donc, et là, c'est pas lié au vin, c'est juste un paysage merveilleux, dans un endroit merveilleux, où en plus on a une expérience extrêmement intéressante, qui est racinaire, qui raconte quelque chose et qui matche aujourd'hui aussi avec des désirs profonds qui sont ceux du rapport avec la nature, etc., etc. Évidemment, on est dans le durable, hein, on est d'accord, hein, parce que hors du durable, point d'avenir, hein, je vous le dis, c'est comme ça, je crois que tout le monde est d'accord. Moins de financement non plus. Et moins de financement, donc pas de financement et pas d'avenir, donc ça c'est réglé. Donc voilà un exemple de réussite et de fait que c'est vraiment là, pour le coup, le no-tourisme qui a fait la marque. Alors, pour abonder dans ce que vous disiez, votre voisine ici, Christelle, dans le cadre de ses études, a mené un baromètre de l'onotourisme pour aller interroger plein de gens. Je le sais, elle était au bureau d'études à ce moment-là, sur le poids de l'onotourisme et ce que ça rapportait. Et en fait, clairement, si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous n'investissez pas et si vous n'avez pas des personnes dédiées, votre chiffre d'affaires, il vivote. Et c'est une nouvelle activité et on voit bien, et elle le démontre dans le baromètre, que pour arriver à progresser, il faut à un moment donné se donner les moyens. Mais en même temps, on ne monte pas. Elon Musk, à un moment donné, il a bien dû embaucher et se démultiplier, sinon il serait resté dans son garage, comme tous les autres. Donc il faut passer au-delà. Et l'effort, il est difficile parce que c'est un nouveau métier qu'il faut commencer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient répondre ou est-ce que je passe la parole? Oui, je voudrais juste... Oui, vas-y. Je voudrais juste revenir sur le volet études. Une partie des études peuvent être prises en charge. Il y a des aides pour ça. C'est-à-dire que si vous mobilisez une étude terrain ou une étude de faisabilité, le conseil et l'expertise ne font pas partie, si vous voulez, du process de l'opération. Donc, ils peuvent être antérieurs à la déclaration de votre projet. Mais c'est obligatoire, si vous voulez. Moi, je ne vais pas monter un bâtiment si je n'ai pas fait une étude de sol et si je n'ai pas consulté un architecte. Et ensuite, je vais montrer mon dossier de subvention. Cette première partie sera réintégrable. Donc, ce n'est pas de l'argent mis en l'air, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez compter sur également une partie, je crois que c'est à 50% de l'étude, limitée à 20 000 € sur le projet global. Donc, c'est quand même une somme qui peut commencer à voir les choses plus sereinement. Et puis après, faire des consultations en externe avec des gens qui ont eu quelques dossiers dans les mains et qui peuvent vous répondre. Gratuitement, ce coup-ci.
Mais pour répondre à votre question, si la question qui est posée par l'exploitant est simplement, on m'a dit de faire de l'autonotourisme, je vais en faire, c'est un complément d'activité, je pense que la réponse a été trouvée. L'échec est dans la question. On ne va pas tourner autour du pot. C'est un projet économique. Ça demande de se poser, de réfléchir au projet économique. Sans que ce soit un projet délirant, la question est qu'est-ce que j'ouvre comme tiroir de ce projet ? Ça me fait penser à une époque où il était nécessaire, tous, d'avoir un site internet de vente en ligne. Je pose la question dans le secteur viticole. Combien ont ouvert un site internet qui n'a servi strictement à rien ? Pourquoi ? Parce qu'une activité de vente en ligne, c'est une activité, qui n'est pas une activité de vente au caveau. Donc soit on le réfléchit comme une nouvelle activité qui nécessite de se poser des questions, d'être accompagné là où effectivement les compétences sont limitées parce que je ne peux pas être très bon dans la vigne, des gens me demandent d'être bon dans la vigne, dans l'administratif, puis de savoir vendre en France, puis à l'export, au CHR, au TRAD, enfin, à la GD, etc. Et en plus, il faut que je sois spécialiste de l'entourisme. Non. Mais si la question se limite à je fais comment pour gagner de l'argent grâce à cette nouvelle activité, la réponse est dans la question. Donc c'est une véritable problématique entrepreneuriale. Une autre question ? Ou alors vous avez tous faim et... Sur l'urbanisme. Oui, vous verrez qu'on n'a pas volontairement... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste en urbanisme, la seule chose que je puis vous dire, c'est que sur tous les projets de rénovation, d'amélioration, voire de construction sur des domaines existants en lien justement avec cette activité nouvelle, déjà, ce qu'il y a de délicat, c'est que vous n'avez pas de religion toute faite. Ça dépend des plans locaux d'urbanisme. Ça dépend de la prise de conscience des élus et des personnes en charge de ces questions-là quant à la nécessité d'inclure le no-tourisme et donc de faciliter ces rénovations et ces évolutions. Ce sont des sujets qui, vous le savez, qui sont débattus avec du lobbying pour essayer de faire évoluer les choses, pour rendre un peu plus de souplesse sur ces questions-là. Mais quand même, vous avez un nombre de secteurs qui sont plutôt accueillants dans les évolutions. Alors après, ça nécessite effectivement de scinder. L'activité œnotouristique n'est pas l'activité du domaine. Donc ça signifie que juridiquement, il faut structurer la chose pour distinguer. Même si ça peut paraître artificiel, juridiquement, fiscalement, ça a un sens. On n'a pas répondu à l'autre question, qui était sur les marques. Je n'ai pas oublié. En fait, les marques vivent une vie. C'est vivant, une marque. Donc quand tu dis la marque d'un territoire, ou du moins la marque, mettons, d'un cru, c'est bien ça, et la marque de Vignoble et Découverte, en fait, la question, c'est quelle est la marque qui est la plus forte ? Y a-t-il une hiérarchie ? Déjà, il faut bien observer son univers de marque. Quand il y a une hiérarchie, ce n'est pas compliqué. Une marque tire l'autre. C'est-à-dire que les marques fonctionnent un peu comme des êtres humains, c'est-à-dire elles peuvent s'embrasser, elles peuvent fondre, elles peuvent se marier ou elles peuvent divorcer. Donc la question qui est posée, c'est quel type de cohabitation s'instruit ? Et ne pas vouloir faire que si une marque est infra, eh bien il faut se servir de la marque supra pour porter la marque infra. Voilà, c'est comme ça. Dans l'automobile, c'est pareil. Quand une marque automobile se marie avec une autre marque automobile, elle engage sa psyché. C'est-à-dire que si tu te maries avec Fiat, c'est pas le même mariage qu'avec BMW. C'est comme ça. Et si vous prenez cet exemple-là, vous l'élargissez à l'ensemble du process, je dirais, de pensée de la marque, eh bien, vous comprendrez comment ça fonctionne. Ça fonctionne de cette façon-là. Et puis, en fait, terminé, sur la question territoriale. Je crois que la question aussi ontologique aujourd'hui, c'est celle du marketing territorial. C'est-à-dire, elle doit se poser sur la façon dont on conçoit son récit territorial. Et la question dont on conçoit son récit territorial, c'est comment je positionne mon territoire, mais de façon, j'allais dire, globale. Si tu as un territoire donné, souvent géré par une communauté de communes, la question c'est, est-ce que la communauté de communes prend à bras le corps sa question de qui elle est et de ce qu'elle veut dire et ce qu'elle veut projeter, à la fois pour les habitants, mais à la fois dans son projet de développement économique. Elle peut choisir de faire du haut de gamme, du bas de gamme, de l'entrée de gamme. Elle peut choisir de bousiller ses entrées de village ou de les respecter. Elle a tous ces choix-là. La question, c'est la prise de conscience collective et là on est dans le politique, du politique, qui soit à tous les échelons
sur le projet territorial. Et je reviens aux fondamentaux, c'est un projet de marque. C'est-à-dire, il n'est de territoire que de marque. Et quand on parle de territoire marqué, ça peut être marqué en entrée de gamme, en moyenne de gamme ou en haut de gamme. Et c'est une maîtrise qui est une maîtrise du politique. Voilà. Sachant que peut-être pour compléter la réponse sur la question marque, là aussi, il n'y a pas de réponse toute faite sur la stratégie. Dois-je adopter une marque qui est identique à la marque viticole pour ma partie no-touristique ? C'est du cas par cas, mais il est vrai que si la marque de l'exploitation a une notoriété, il est regrettable de ne pas se servir de cette notoriété d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que ça sera une marque identique. Alors là, je parle avec un discours qui n'est pas juridique, mais plus positionnement commercial. Mais donc ça demande ça aussi à être réfléchi. Sachant que sur le point de forcément, s'il y a une marque notoire, il faut que la marque seconde aille dans le sillage de la marque notoire. Oui, mais on a une réglementation viticole, alors peut-être pas sur la partie touristique, mais lorsque j'ai un château qui est très connu, il est récurrent dans notre région et dans le Bordelais et ailleurs que la marque commerciale seconde s'inspire de la notoriété de la marque château telle qu'elle a été connue. Sauf que ça s'appelle une pratique commerciale déloyale et trompeuse si ma marque seconde est une marque de négoce. Donc attention. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, donc vous avez retenu qu'il vous faut faire attention à vos marques, raconter votre histoire et avoir des bâtiments propres. Voilà. Je vous remercie. Cet après-midi, il y aura une conférence de Jean-François sur le no-tour. Et puis, on continuera avec une autre table ronde sur la digitalisation.